Laura Blajman-Kajar, bonjour. Bonjour. Blajman-Kadar, pardonnez-moi. Vous avez écrit avec Dominique Rouche, Croire en la vie. C'est un récit, le témoignage bouleversant d'une survivante du massacre du 7 octobre. Vous êtes là avec nous. Mais le 7 octobre, vous avez vécu l'indicible. Oui, le 7 octobre, mon mari et moi et nos amis étaient au Nova Festival. Nous étions là-bas depuis le 5 octobre pour le Unity Festival qui avait pris place avant le Nova Festival. Et à 6h30 du matin, quand on était en route vers la piste de danse, en sortant de ma caravane, je vois tout le monde en train de regarder le ciel. J'ai pas trop compris pourquoi. Et en levant la tête et regardant le ciel, je vois des bombes, des roquettes qui explosent au-dessus de notre tête. Et ça a pris encore quelques secondes pour qu'ils coupent la musique. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, on est dans une forêt. Dans une forêt, il n'y a pas d'alarme qui sonne quand il y a des roquettes. Il n'y a pas d'abri non plus. Vous n'êtes pas toute seule. Non, on n'est pas tout seul. Vous êtes avec des amis, puis proches, et puis autour de vous, il y a beaucoup de gens. Exactement, on était 3500, 3700 personnes dans ce festival. Donc le DJ explique que c'est une attaque de roquettes et il demande à tout le monde de sortir en dehors du festival et de s'allonger par terre. Parce qu'en fait, les instructions sont, quand il n'y a pas d'abri, de s'éloigner de ce qui peut prendre feu et de s'allonger par terre pour avoir le moins de risques qu'il vous arrive quelque chose. Maintenant, dans notre réalité en Israël, c'est des choses qui arrivent. Donc on a peur, on est mal à l'aise, on n'a pas d'abri, mais on n'est pas hystérique. On voit des gens qui essayent à la première seconde qu'ils ont compris ce qui se passe, ils démarrent la voiture, ils essayent de partir. Et je dis à mon mari, c'est beaucoup plus dangereux de rouler pendant qu'il y a des roquettes. Il vaut mieux patienter, 15 minutes, 20 minutes, ça se termine, et on rentrera à la maison. C'est seulement après une quarantaine de minutes qu'on commence à comprendre qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, que les roquettes ne se terminent pas en grande quantité. Et on décide d'essayer de rentrer à la maison pendant que les roquettes continuent. En montant dans la voiture, on entend déjà quelque chose qu'on pense que c'est des coups de feu. On se dit qu'on s'imagine que c'est peut-être loin, c'est un champ ouvert, donc ça doit être à des kilomètres et on entend simplement comme on est dans un endroit ouvert. Et là, c'est le moment que quelqu'un vient et nous dit « Est-ce que vous avez entendu Abou Ashraf s'est fait tirer dessus ?» Abou Ashraf, c'est un ami musulman, comme on entend bien, qui travaillait avec nous au festival et était parti chercher à manger pour tous les employés. En rentrant dans les champs, il y a une station d'essence et il s'est fait tirer dessus là-bas. Et une copine m'appelle, elle me dit « Laurent, on peut pas prendre la route. Il y a des terroristes à droite, à gauche, partout dans la forêt, on peut pas prendre la route. » Je dis « Ok, on se gare, viens te garer à côté de nous et on va voir ce qu'on fait. » Et là, on commence à voir des blessés. Et on comprend que c'est partie des gens qui ont quitté au premier moment, se sont fait tirer dessus par des terroristes en sortant sur la route. Et une partie ont réussi à faire demi-tour, ils sont revenus dans le festival parce qu'ils pensaient que c'était un endroit sécurisé et il y aura de l'aide, on pourra les aider. Et quand on voit les blessés, on commence à comprendre que ce qu'on entend, c'est des armes automatiques. C'est le premier moment que j'ai compris qu'on est en danger de mort et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je prends mon mari de côté et on essaye de réfléchir. Et je lui dis, écoute, j'ai plus peur des roquettes. Les roquettes, c'est beaucoup moins dangereux. Il y a des terroristes qui vont arriver. Ils sont en route, on les entend. Il y avait un rassemblement de gens à côté des urgences. Et je lui dis, ils sont tous ensemble, ils sont rassurés, mais il n'y a aucune arme ici. Il y a 2 pistolets, il y a deux policiers avec des pistolets. Ils ne vont pas nous sauver la vie avec des pistolets. J'entends des armes automatiques. Ça sert à rien d'être là avec tout le monde. Dans 2 minutes, il y aura des terroristes ici. Personne ne va pouvoir les aider. Et c'est une immense forêt. Ça sert à rien de courir. On va pas se cacher derrière un arbre. La caravane. La caravane, c'est la meilleure idée que j'ai en tête. On va se cacher dans la caravane. Et là, dans mon livre, je le fais minute par minute. Alors, à 8h moins 2, on décide de rentrer dans la caravane. On appelle nos amis. Et là commence un cauchemar de 6 heures dans la caravane. En rentrant dans la caravane, on baisse les rideaux, on ferme la caravane à clé, mais vous pensez bien, c'est une caravane, donc la fermeture est en plastique.
Et ça prend peut-être 2 minutes. On entend des hurlements. On entend les gens crier. On entend les terroristes débarquer en hurlant Allahu Akbar. On entend des quantités de coups de feu, de bombes qui explosent, de grenades, pardon. Et peut-être pendant une 40 minutes, c'est simplement des hurlements. On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe dehors. On comprend qu'il y a un massacre, mais on ne comprend pas les quantités. Alors c'est difficile évidemment de vous interrompre. Je vais vous interrompre parce qu'il est 11h11 et on va marquer une pause. Mais évidemment, le récit que vous faites est glaçant et on va pouvoir vous écouter plus longuement, bien sûr, dans quelques instants, minute par minute. Et on en était précisément lorsque vous racontiez que vous êtes dans la caravane, les terroristes sont là, écrivez-vous, tout autour de la caravane, en voiture, à pied. Nous les entendons marcher, courir, hurler, tirer. Chaque coup de feu est ponctué de leurs cris à la Akbar. Nous retenons notre souffle attentif au moindre indice susceptible de nous éclairer sur ce qu'ils font et sur l'endroit vers lequel ils se dirigent. Et puis plus loin, votre père vous écrit sans cesse parce que votre père, il est au courant de ce qui se passe. Il sait qu'il y a une attaque et il veut prendre de vos nouvelles. Et vous lui répondiez que tout va bien. À quoi bon il deviendrait fou? Pourquoi l'inquiéter alors qu'il ne peut rien faire pour nous sauver? Moi, je n'avais pas le cœur à dire à mes parents la vérité. Toute la journée, je leur ai dit que je suis à l'abri et on attend simplement qu'on vienne nous chercher. Et ils le croient ou pas? Non, à aucun moment, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères. Mais... Et ils cherchent à vous appeler parce que vous ne correspondez qu'en texto? Oui, on ne pouvait pas répondre au téléphone. Voilà. Et il cherche à vous appeler, c'est parce que vous ne répondez pas, il imagine que c'est pas la situation n'est pas telle que vous la dites, que vous l'écrivez. Exactement, comme je lui écrivais que je suis à l'abri, mais je ne réponds pas au téléphone, donc il comprend bien qu'il y a quelque chose qui louche. Et il a très vite, bon, j'ai admis que j'étais au festival où tout se passe, mais j'ai insisté que j'étais à l'abri. Et même dans les moments où le terroriste était à la porte et j'ai déjà renoncé à la vie, j'ai compris que c'était terminé. J'étais incapable d'envoyer mes messages d'adieu à mes parents. J'ai préféré les envoyer à un ami à moi qu'on était en contact toute la journée. Et quand mon mari, qui parle arabe, a entendu les terroristes dire « il y a des vivants, venez », et il m'a dit « mon cœur, ça y est, on nous a eus ». Donc j'ai envoyé à mon ami un message et je lui ai dit « c'est nos derniers moments, c'est nos dernières minutes. Et quand tout sera terminé, va dire à mes parents, à mes frères que je les aime énormément et que je m'excuse d'avoir menti. » Mais je ne voulais pas qu'ils reçoivent un message d'adieu avant que ce soit sûr que je ne suis plus là. Je voulais les protéger pour encore quelques heures. Quand les terroristes sont à la porte, que la serrure est en plastique, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à entrer dans la caravane? Ce qui est incroyable. C'est incroyable et ça n'a aucun sens. La porte de la caravane est une porte qui s'ouvre dehors, donc on ne peut pas l'enfoncer, on ne peut pas donner un coup de pied. Et il y avait une voiture qui était garée juste à côté de la porte de la caravane. Donc en fait, avec les mitraillettes, ils ne pouvaient pas la mettre juste devant la serrure et je ne pense qu'ils n'ont pas réussi. Quand on est sorti des heures après, on a vu qu'ils ont cassé les fenêtres de la voiture qui était à côté de la caravane. Donc je pense qu'ils ont cassé les fenêtres pour essayer d'avoir plus de place, pour mettre une arme, pour tirer, je ne sais pas. Parce que les fois qu'ils ont tiré sur la caravane, les balles étaient venues de l'autre côté, pas de la côté de la porte. Mais quand ils essayaient d'ouvrir la porte, la sensation était que c'est une question de temps. C'est pas si ils vont ouvrir la porte, mais dans combien de temps ils vont réussir à ouvrir cette porte. Vous êtes combien dans la caravane? 7 personnes. Mon mari et moi, notre meilleur ami et encore 4 copains qui étaient avec nous au festival. Vous êtes à même le sol, sans doute? Oui, une partie sur le sol, il y en avait 2 allongés sur le lit. Mon mari était sur les escaliers en train d'essayer de tenir la porte.
Il y a encore nous trois de l'autre côté. C'est une petite caravane, donc on était un peu les uns sur les autres. Il fait 40 degrés. Avec le temps, les températures ont augmenté. Et oui, vers midi, dans le sud d'Israël, il faisait déjà une 40aine de degrés. Dans la caravane fermée avec cette personne, à mon avis, il devait peut-être en faire 50. Il y a des moments qu'on transpirait et j'avais déjà la sensation, je suis asthmatique, de manquer d'air. Et je me suis demandé plusieurs fois si avant qu'on va mourir du feu des terroristes, si on va simplement étouffer, si on va mourir de chaud. Pendant cette journée, il y avait des moments que j'étais certaine qu'on va en sortir, que ce n'est pas mon jour de mourir, ça ne peut pas se terminer ici. Et il y avait des moments que j'étais sûre que c'était simplement une question de temps. Vous pensez que la fin est proche, mais surtout, vous préférez mourir à imaginer être otage. Oui, pendant les premières heures, on était vraiment sous état de choc. Donc, on n'avait pas encore vérifié nos téléphones. Mais après quelques heures, comme c'est toute une journée, on commence à regarder les médias et premièrement, on comprend que ce n'est pas un attentat sur le festival, mais c'est une attaque sur tout le sud d'Israël. Donc, on commence à comprendre pourquoi l'armée ne réussit pas encore à venir nous secourir. Et après quelques temps, on commence déjà à voir des vidéos d'otages pendant qu'on est caché dans la caravane. Et c'est le moment que je prends une décision entre moi et moi-même que je préfère mourir ici qu'être amenée à Gaza. En étant femme, j'avais beaucoup plus peur d'être touchée, d'être déshabillée, d'être violée, que d'être tuée. Et bon, je ne suis pas croyante, donc même dans mes derniers moments, je ne suis pas devenue croyante. Mais mes seules prières étaient à ma grand-mère. Je lui ai demandé de me protéger, mais la façon que je lui ai demandé de me protéger, c'était qu'elle fasse que ça se termine vite. Que je sois tuée, mais pas torturée en route. Et je ferme les yeux et c'est très bizarre, mais j'attends d'avoir mal. C'est comme quelqu'un a fait un accident de voiture et on sait qu'on va rentrer dans un mur et on attend simplement de ressentir de ressentir le coup. C'est les moments que j'ai pensé à mon petit frère. Mon petit frère vient toujours avec moi dans les festivals que sa sœur produit, organise. Et c'était la première fois qu'il a préféré aller à un autre endroit avec des copains. Donc j'étais très contente qu'il n'est pas avec moi, mais je ne pouvais pas arrêter d'imaginer le moment que quelqu'un va venir à mon petit frère et lui dire qu'il n'a plus de sœur. Et comment il va faire? Comment il va réagir? J'avais plus aucune peur. Pour moi, j'avais vraiment accepté la mort. Au contraire, j'espérais la mort et pas autre chose. Mais je pensais aux gens autour de nous. J'avais une horrible culpabilité que c'était de ma faute que mes amis allaient mourir. Parce que je me suis dit qu'elle était bête de rentrer dans la caravane. On aurait dû rester dehors. Peut-être on aurait pu courir. Peut-être on aurait pu survivre. Et maintenant, on va mourir. C'est à cause de moi. Et surtout, il faut dire, quand j'avais peur d'être prise otage et j'avais peur d'être violée, je ne pouvais même pas imaginer ce qui va vraiment se passer. Comme quand on est rentré dans la caravane, je pensais qu'il y aurait 1 ou 2 terroristes et ça se terminerait dans une demi-heure. Il y avait des centaines de terroristes et ça a pris toute une journée pour nous sortir de là-bas. J'aurais jamais pu imaginer que 174 jours après, mes amis qui ont été pris otages de ce festival seraient toujours là-bas. Et vous connaissez évidemment les gens. Vous les avez vus partir? Non, vous ne les avez pas vus partir d'ailleurs parce que vous étiez dans la caravane. Il y avait combien de jeunes? 4000 jeunes à peu près? Il y avait presque 4000 personnes dans le festival. Combien sont morts? 364 morts et 40 otages. Il y a 10% des gens qui étaient avec nos festivals qui ne sont pas rentrés à la maison. Et d'imaginer, d'ailleurs on ne peut pas imaginer, le calvaire de ces otages pour les raisons que vous venez de dire, c'est indicible bien évidemment, et
on peut tellement entendre ce que vous dites, c'est-à-dire de préférer mourir plutôt qu'être otage dans des conditions qui sont là de barbarie extrême. Combien de temps vous allez rester dans cette caravane? 6 heures, de 8 heures du matin à presque 2 heures de l'après-midi. Et qu'est-ce qui se passe à 14 heures et pourquoi vous sortez? Donc en fait, vers midi et demi, 1 heure, vers 1 heure, l'armée israélienne est arrivée. Mmh. Puis on a entendu d'un coup énormément de feu. Il y a presque quarantaine de minutes de bataille. Puis il y a eu un grand silence. On n'était pas sûr si on peut sortir ou qui a gagné, qu'est-ce qu'il se passe dehors. On a eu très très peur de vérifier. Ça a pris encore quelques temps, mais on a réussi à avoir au téléphone quelqu'un qui était qui était dehors et qui a repéré notre caravane et qui nous dit: vous êtes à 200 mètres de nous, vous pouvez sortir, c'est bon, mais sortez avec les mains en l'air et courez. Pour que personne se trompe entre vous et un terroriste. Et les garçons ont dû forcer la porte parce que les terroristes ont tellement essayé de l'ouvrir que la porte s'était cassée. Ils ont dû donner des coups de pied pour la forcer pour l'ouvrir. Et pendant 6 heures, on n'avait qu'un rêve, c'est d'ouvrir cette porte de la caravane et de sortir. Mais quand ils ont ouvert la porte, j'aurais peut-être préféré la refermer et rester dedans. Parce qu'on est sorti, ils ont ouvert les portes de l'enfer. On est sorti dans une scène qu'au début j'essayais d'expliquer aux gens, donc je la comparais dans des scènes des films de la Shoah. Mais dans les films de la Shoah, c'est toujours l'hiver, il y a de la neige. Là, il y avait des gens magnifiques, c'était une belle journée, le ciel était bleu, tout était vert autour de nous, et les gens qui étaient étalés morts par terre, c'était des jeunes personnes, tout beau, tout innocent. Les filles maquillées en robe et en jupe et les garçons habillés avec plein de couleurs parce qu'ils étaient venus pour un magnifique festival de musique. Mais ils étaient tous étalés par terre. On voyait très très vite qui a été tué au premier moment et qui a été blessé, achevé après avec une balle dans la tête. Je vais pas décrire les choses que j'ai vues là-bas, mais je vais simplement dire que quand ça a pris après 3 semaines et 1 mois pour identifier mes amis, j'ai très vite compris pourquoi. Là encore, c'est difficile, Laura, de vous interrompre. Laura Blajman-Kadar, si vous nous rejoignez un instant sur Europe 1, c'est un témoignage bouleversant, saisissant, croire en la vie. C'est le récit d'un témoignage de Laura qui était présente le 7 octobre, présente dans ce festival et qui est restée pendant 6 heures dans une caravane et qui, par miracle, est avec nous aujourd'hui. On va marquer une pause et puis on pourra vous écouter quelques minutes encore. À tout de suite. De 11h à 13h, c'est Pascal Prévost sur Europe. Laura Blajman-Kadar est avec nous. Croire en la vie, c'est un récit bouleversant, je le disais, et c'est vrai qu'on vous écoute et avec, j'allais dire, on est sidéré de ce que vous dites et puis on est heureux en même temps que vous soyez là et bien sûr que cette vie ne sera plus jamais la même qu'elle ne l'a été avant pour vous. C'est ce que vous dites d'ailleurs au tout début du livre. Vous dites avant, j'aimais danser, j'aimais chanter, je riais, etc. Je bouillonnais de projets et rêvais de voyage à l'autre bout de la planète. J'étais tourné vers un avenir que j'imaginais infini et heureux avec Shai, mon mari. Dans ce tourbillon de vie, je me voyais devenir mère, une évidence pour sceller notre couple 1 an après notre mariage. Nous sommes avec Or qui habite Tel Aviv et qui voulait peut-être vous poser une question ou témoigner. J'imagine que Or, vous nous écoutez depuis quelques minutes. Bonjour Or. Bonjour, oui, je vous écoute. Et peut-être avez-vous une réaction ou une question à poser à Laura? Alors d'abord pour moi, Laura et tous ceux qui ont survécu le 7 octobre, d'abord pour moi c'est des héros. Ils ont traversé quelque chose de très très dur. Je pense que même si physiquement ils n'ont rien eu, mentalement c'est quelque chose ça va rester avec eux à vie. Et on n'arrivera jamais à comprendre ce qu'ils ont traversé. Et je pense que Israël est le seul pays au monde en fait où les gens partent en vacances, ou vont fêter la paix, ou même se réveillent le matin et se font attaquer par des terroristes, qui se font violer, assassiner, pris en otage. Et je pense que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est des crimes contre l'humanité. On a, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a une femme qui est rentrée de Gaza, qui est rentrée en Israël, et qui raconte son histoire en fait. Et elle raconte où elle a été violée. Et on a des otages
Ça fait plus de 6 mois, enfin, ça fait presque 6 mois qu'on a des otages à Gaza qui sont dans les tunnels. Les filles se font violer. Il y a des bébés. Ils vont mourir de faim au final s'ils ne vont pas rentrer en Israël. Parce que le temps, il passe. Le temps, il passe et le monde, en fait, ne fait pas assez. On n'entend pas assez le monde. Le monde ne comprend pas ce qui se passe avec nos otages. Et je pense qu'Israël a le droit de se défendre. C'est une guerre qu'on n'a pas demandée. Personne ne voulait cette guerre. Mais on est obligé, l'armée israélienne doit défendre son pays, doit ramener des otages. Et c'est important à dire que le Hamas, c'est des terroristes. Donc si on ne va pas faire quelque chose pour ramener nos otages, ils vont pas nous ramener les otages d'eux-mêmes. Donc Israël a le droit de se défendre. Et Laura, son histoire, j'ai entendu son histoire et mon cœur est brisé parce qu'il y en a tellement des histoires. Tous les jours, on a des nouvelles histoires et des nouveaux témoignages. Et c'est quelque chose où on n'arrive pas à comprendre. C'est Israël, c'est le seul pays qui peut se faire attaquer comme ça. Et au final, comme ça, on n'a pas le droit de se défendre. C'est normal qu'on doit se défendre. Oui. D'abord, merci d'être intervenue. Laura, effectivement, vous écoutez avec attention et peut-être souhaite-t-elle répondre. Or, merci beaucoup pour ces beaux mots. Vous avez parlé du témoignage de la très brave Amit Soussana qui a été libérée après 51 jours et qui a raconté au New York Times les abusements sexuels qu'elle a vécu pendant qu'elle était otage. Et sans aucun doute, ça nous fait automatiquement penser aux 19 femmes qui sont toujours otages à Gaza, qu'on sait qu'ils sont en train de subir ça. Et je ressens très très fort les choses que vous dites, que le monde ne comprend pas pourquoi on insiste à ramener nos otages, comme si c'était pas le devoir minimal d'un pays de s'occuper de ses citoyens et de ne pas les oublier, de les ramener à tout prix. Comment vous avez vécu les jours qui ont suivi et comment vous vivez aujourd'hui les jours qui s'écoulent? Les jours qui ont suivi étaient les jours que les enterrements les uns après les autres. Et d'enterrer tellement d'amis, c'est quelque chose qu'on ne réussit pas à comprendre des mois après. C'était de regarder des vidéos horribles que le Hamas eux-mêmes ont filmées et publiées pour rechercher nos amis dans ces vidéos. C'est voir des vidéos des amis à nous dans les tunnels du Hamas, dans des états monstrueux. Et depuis, c'est essayer de guérir, c'est essayer de continuer la vie, mais c'est impossible de dormir une nuit entière ou de manger un repas sans penser à nos amis qui n'ont pas à manger dans les tunnels et qui ne peuvent pas dormir là-bas. Donc pour nous, on est toujours au mois d'octobre et on ne peut pas continuer ou guérir tant que nos amis sont là-bas. Les jours qui suivent ressemblent à un tourbillon dans lequel je me laisse emporter. Tout commence le jour où mes cousins parisiens me font part de la situation en France. C'est horrible, Laura. Nous avons peur de sortir dans la rue, etc., etc. Comment vous avez... que vous ont dit vos parents? Votre père est de Metz. Oui. Et votre mère est israélienne. Votre père est français, votre mère est israélienne. Vous avez grandi d'ailleurs à Metz. J'ai grandi à Metz. Comment vous avez échangé avec eux sur le moment qu'ils ont vécu en imaginant que le pire puisse arriver? Je pense que pour un parent, il n'y a pas pire au monde de savoir que votre enfant va sûrement mourir. Vous ne pouvez pas venir l'aider, vous ne pouvez rien faire. C'est des heures entières d'angoisse. Et je pense que mes parents sont aussi traumatisés que moi. C'est quelque chose c'est des sentiments qu'on n'oublie pas, que pour eux aussi c'est très très dur de continuer après ça. Pour eux comme pour mes petits frères. Et comment vous imaginez l'avenir? Vous disiez tout à l'heure qu'avant vous imaginiez avoir des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un projet que vous pouvez construire? Personnellement, non, toujours pas. Hélas, pour l'instant, je ne réussis pas à me sentir en sécurité ni en Israël, ni en France. Et quand on pense à un enfant, on pense à un avenir. Et pour l'instant, je suis encore très traumatisée, j'avoue. Donc pour moi, c'est est-ce que je lève un enfant dans les rues de la France quand il devra toujours un peu cacher qu'il est juif, cacher qu'il est de la famille en Israël,
où je l'élève en Israël en sachant qu'il devra toujours vérifier le bus quand il monte, qu'il n'y a pas un terroriste, ou même quand il ira danser. Donc c'est très dur de voir ça pour l'instant, mais c'est ma nouvelle bataille. C'est pourquoi j'ai nommé mon livre « Croire en la vie », parce que les terroristes n'ont pas seulement essayé de nous tuer physiquement, ils essaient surtout de tuer l'espoir pour tout le monde. L'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir qu'on aura la paix un jour et qu'on saura vivre les uns à côté des autres. Je ne sais pas si c'est le premier livre édité d'un rescapé du 7 octobre. Peut-être il y en a eu-t-il d'autres, mais je ne crois pas. J'ai l'impression que c'est le premier récit. Pourquoi ce livre ? Au début, le but de livre, la raison que j'ai écrit ce livre, c'était pour qu'il reste quelque chose après moi. Aujourd'hui, si vous allez là où le festival était, eh ben, l'endroit est magnifique de nouveau. Vous ne pourrez pas imaginer les quantités de personnes qui se sont fait assassiner là-bas. Et comme après la Shoah, j'ai dit il faut que je laisse quelque chose après moi. Pour être honnête, je pense qu'il y a des histoires bien plus importantes à raconter que la mienne. Mais la plupart des vraies histoires qu'il fallait raconter, les gens ne sont plus là pour raconter leur histoire. Et j'ai ressenti un devoir de raconter, de transmettre ce qui s'est passé. 5 mois plus tard, aujourd'hui, je pensais que quand le livre serait terminé et sortirait, la guerre serait terminée et tous mes amis seront de nouveau à la maison. Donc 5 mois plus tard, mon livre a reçu un second but. C'est en fait de rappeler aux gens pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on se bat, et toujours de leur montrer notre réalité. Je comprends, et ce que vous avez vécu, évidemment, personne ne peut l'imaginer. On dit toujours j'imagine, mais la vérité c'est qu'aucune expérience n'est transmissible et que ces 6 heures de votre vie que vous avez passées dans une caravane avec des amis, avec des moments extrêmes, avec des moments où vous étiez persuadé, cette expérience de vie ou de mort, en pensant qu'on ne sera plus là dans les prochaines minutes, les choses que vous avez dites, l'échange que vous avez eu avec votre mari également, qui a dû être très puissant et qui aujourd'hui vous soude à jamais. Oui. On admire et on sait beaucoup plus combien de chance on a d'être revenus ensemble, d'avoir vécu les mêmes choses, donc pour pouvoir essayer de guérir ensemble. Mais c'est surtout quand on rentre et on voit des amis enterrer l'amour de leur vie et d'essayer de continuer seul et de guérir seul qu'on comprend la grande chance qu'on a. Je vais vous remercier vraiment, Laura Blajman Kadar. C'est chez Robert Laffont. Dominique Rouche est venue avec vous et je la salue également puisque nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Vous étiez une des organisatrices du Nighty Festival. C'est un livre, je pense, important à lire, qui nous renvoie également à la vie qui est parfois la nôtre et combien il faut profiter aussi. On dit toujours des choses très banales et très bêtes dans ces cas-là, mais c'est vrai que la vie tient parfois à très peu de choses et qu'il faut sans doute dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime précisément et savoir profiter des moments, de la vie. C'est croire en la vie d'ailleurs. C'est exactement le titre de votre récit. Je vous remercie grandement en ce jeudi pascal. C'est un témoignage extrêmement puissant. Merci à vous. Olivier Guénec, vous vouliez dire un mot peut-être ? On a eu beaucoup de messages de soutien pour Laura sur nos réseaux sociaux et parmi eux Nathalie qui vous écrit « Laura, j'espère de tout cœur que vous réussirez à trouver un havre de paix. » Evelyne également sur notre page Facebook. Laura a vu la mort en face le 7 octobre dernier. Elle témoigne, elle est une passeuse de mémoire. Je lui souhaite une vie magnifique. Merci, on va marquer une pause à 11h42.